Alors, dans la continuité avec ce qui vient d'être présenté, là, j'ai le plaisir d'introduire Ghislain Otis, qui est professeur à la faculté de droit dans la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Alors, Ghislain Otis est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Ses travaux portent principalement sur les droits des peuples autochtones et plus particulièrement sur les processus d'interaction des cultures juridiques autochtones et occidentales. À la tête d'équipes internationales et pluridisciplinaires, il s'attache à développer des modèles internormatifs rompant avec la logique coloniale. Alors, Ghislain. Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais, comme les autres, d'abord remercier la Société royale du Canada de l'honneur qu'elle me fait en m'admettant parmi ses membres. Et je l'apprécie d'autant plus que j'ai toujours été un fervent critique de la monarchie au Canada. J'ai toujours remis en cause la légitimité de la monarchie au Canada. Et donc, ça démontre bien que la grande ouverture d'esprit et l'accueil du pluralisme politique qui caractérise la Société royale du Canada. Je vais effectivement m'adresser à vous brièvement pour parler du pluralisme juridique, qui était au cœur également de l'intervention du professeur Youngblood Anderson, que j'aimerais remercier d'ailleurs, parce que les travaux du professeur Youngblood Anderson ont été des travaux fondateurs dans l'étude des cultures juridiques autochtones au Canada. Et donc, depuis de nombreuses années, j'ai fait porter mes travaux sur ce qu'on appelle dans la science, la théorie anthropologique du droit, le pluralisme juridique, et surtout identifier les phénomènes propres au pluralisme juridique, et ensuite interpréter ces phénomènes de pluralisme juridique en fonction de leur capacité à favoriser une gouvernance plus légitime et plus efficace. Qu'est-ce que le pluralisme juridique? C'est une doctrine qui est à la fois descriptive et normative, qui consiste à remettre en cause le mythe de la modernité juridique selon lequel le seul droit qui existe est le droit qui est produit par l'État, et que par conséquent, la seule institution normative légitime est celle de l'État. C'est un concept qui est issu de la tradition juridique occidentale et qui a très bien servi l'entreprise coloniale des puissances européennes lorsqu'elles ont découvert les terres d'outre-mer. Et mes travaux, finalement, parce que là, vous comprenez que je vais devoir m'éloigner de mes notes. En fait, voilà. Puisque nous avons très peu de temps. Alors, mes travaux, finalement, ont deux grands axes. Le premier consiste à saisir, identifier ce qu'est le pluralisme juridique. Qu'est-ce que le pluralisme juridique? Comment ça se matérialise concrètement dans le quotidien de la vie des hommes et des femmes et des enfants? Et j'ai appliqué cette question au domaine des relations entre les normativités autochtones au Canada et à l'étranger et la normativité occidentale issue de l'organisation étatique. Il y a plein d'exemples de pluralisme juridique au moment où nous nous parlons. J'ai travaillé sur plusieurs projets au Canada et à l'étranger. Je donnerai l'exemple, par exemple, de la vitalité insoupçonnée des régimes coutumiers en matière d'adoption des enfants au Canada. Saviez-vous qu'au Nunavik, au Québec, qui est le territoire arctique du Québec,
presque 2 enfants sur 3 qui est donné en adoption l'est selon le droit coutumier. Or, le Code civil du Québec proclame qu'il est la seule loi légitime en vigueur sur le territoire du Québec et que donc, finalement, toutes les adoptions qui sont effectuées selon l'ordre juridique inuit ou nunavut sont nulles et caduques et n'ont aucun effet et n'existent donc pas officiellement. Alors, vous imaginez que ce que j'appelle le pluralisme de séparation, c'est-à-dire que l'État adopte une approche autiste, hein, c'est de l'autisme juridique, c'est-à-dire qu'on ignore finalement la réalité juridique de ces populations, avec des conséquences dramatiques pour les individus et les familles, une grande incertitude juridique, on ne s'entend même pas sur l'identité des parents. Alors forcément, on ne s'entend pas sur qui peut consentir à un traitement médical de l'enfant, qui peut inscrire l'enfant à l'école, qui recevra les allocations familiales, etc. Bon, vous voyez que ce n'est pas que du travail de contemplation, mais c'est aussi un travail de terrain que l'étude du pluralisme juridique. Donc, la première étape de tous les travaux en pluralisme appliqué, c'est d'identifier concrètement comment se manifeste dans la vie juridique des êtres humains le pluralisme juridique, c'est-à-dire la coexistence d'ordre juridique normatif étatique d'une part et d'ordre juridique exo-étatique d'autre part, et dans mon cas, d'ordre juridique autochtone. Voilà. Et ensuite, c'est de s'interroger, et là dans une perspective plus prescriptive, plus normative, sur les modèles d'interaction entre ces deux systèmes qui permettraient de transcender la logique hégémonique propre au colonialisme, la logique de subordination. Donc, c'est l'étude normative des modèles d'internormativité. L'internormativité, vous aurez compris, c'est cette rencontre et cette relation dialogique entre les systèmes normatifs. Alors, l'hypothèse de travail qui oriente les recherches que je mène actuellement avec des équipes en Afrique, dans le Pacifique et au Canada, parce qu'évidemment c'est un phénomène universel, c'est un phénomène mondial, c'est l'hypothèse d'un pluralisme coopératif, un pluralisme de coordination plutôt que de subordination. Mais évidemment, ce modèle est très ambitieux, puisqu'il suppose que l'État va rompre avec sa posture de puissance et de domination. Et cela, évidemment, c'est un postulat qui ne se vérifie pas encore dans les pratiques de gestion du pluralisme juridique. Pourquoi? Évidemment, parce que les États ne veulent pas renoncer aux privilèges et aux bénéfices qui découlent de la colonisation, c'est-à-dire la monopolisation des ressources de la terre et évidemment la capacité d'acculturer ou en fait éventuellement de marginaliser les cultures autochtones, y compris les cultures juridiques, pour évidemment mieux contrôler l'accès aux ressources du territoire. C'est mon hypothèse qui, à mon avis, est largement vérifiable, ne serait-ce qu'à l'étude des travaux de la Cour suprême du Canada, par exemple, en matière de titres aborigènes. Voilà, je vous remercie de votre attention et pardonnez-moi le caractère un peu échevelé de cette présentation.